Marie referme doucement la porte d'entrée et suspend ses clés au petit crochet de l'entrée, celui qu'elle a installé elle-même il y a 3 ans. L'odeur de désinfectant hospitalier s'accroche encore à ses vêtements après cette garde de nuit épuisante au service des urgences. Elle espérait quelques heures de repos avant de préparer le dîner, mais les voix agitées qui montent du salon lui font comprendre que ce répit ne viendra pas. Dans la cuisine, elle découvre son père Robert, en train de sortir la belle vaisselle, celle qu'elle garde précieusement depuis la mort de leur mère. Camille arrange nerveusement des fleurs dans un vase, vêtue de sa plus jolie robe. L'atmosphère tendue lui fait immédiatement comprendre l'importance de cette soirée. « Papa, tu es sûr que tout sera parfait ?» demande Camille, en vérifiant une dernière fois le placement des couverts. Les parents de Julien sont très exigeants sur les apparences. Marie s'approche de la table de la salle à manger, ce meuble acheté avec ses économies, qui brille sous la lumière tamisée. Après 5 ans à payer seule cette maison de banlieue parisienne, 3 ans à héberger sa famille, sans jamais demander de contribution, elle pensait participer naturellement à cet événement familial important. « Bonsoir », dit-elle en posant son sac. « Je vais juste me changer et... »« Écarte-toi de cette table !» La voix de Robert claque soudain, brutale et sans appel. « Le fiancé de ta sœur et ses beaux-parents arrivent. » Ces mots la figent sur place. Marie regarde son père, cherchant dans ses yeux une trace de plaisanterie, mais ne trouve qu'une détermination froide. Ses jambes tremblent légèrement sous le coup de l'humiliation. « Papa », elle tente de garder sa voix stable. « C'est ma maison aussi. Je pensais que... » « Marie, s'il te plaît », l'interrompt Camille en évitant son regard. « Julien m'a expliqué que ses parents sont très traditionnels. Une infirmière qui rentre de nuit, avec l'odeur de l'hôpital. Tu comprends ?» Robert hoche la tête, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Ces gens-là ont de l'argent, des relations. Camille a une chance de bien se marier. Il ne faut pas tout gâcher avec. Il fait un geste vague vers Marie, comme si elle était un problème à résoudre. « Accepte en silence, Frangine », murmure Camille, ses mots tombant comme des pierres. « C'est important pour mon avenir. » Marie reste immobile, absorbant cette scène surréaliste. Elle observe cette table dressée avec amour dans sa maison, ces visages qui évitent de croiser son regard, cette famille qu'elle maintient à bout de bras depuis des années et qui aujourd'hui lui demande de s'effacer. Une fatigue immense la submerge, mêlée à une étrange lucidité. Elle revoit sa mère qui lui disait toujours « Ma chérie, une femme digne garde la tête haute quoi qu'il arrive. » Elle pense à tous ces doubles shifts, ces factures payées sans un mot, ces rêves abandonnés pour maintenir cette unité familiale qui aujourd'hui la rejette. « D'accord », dit-elle finalement, sa voix étrangement apaisée. Camille et Robert échangent un regard soulagé, mais quelque chose dans le ton de Marie les met mal à l'aise. Elle monte lentement vers sa chambre, ses pas résonnant dans l'escalier qu'elle a fait refaire l'année dernière. Dans sa table de nuit, elle trouve le document qu'elle a signé ce matin même chez le notaire, celui qu'elle gardait secret depuis des semaines. La sonnette retentit exactement à l'heure prévue. Marie entend les exclamations de bienvenue en bas, les présentations polies, les compliments sur la décoration. Elle redescend calmement, et tous les regards convergent vers elle. Julien, élégant dans son costume sombre, et ses parents, couple distingué de la bourgeoisie parisienne, la dévisagent avec cette politesse froide qu'elle reconnaît. « Bonsoir », dit Marie avec un sourire parfaitement maîtrisé. « Bienvenue dans ma maison. » Elle marque une pause délicate, savourant le silence qui s'installe. Celle que je paie seule depuis 5 ans. Le silence devient pesant. Madame Dubois ajuste nerveusement son collier de perles. « D'ailleurs, » poursuit Marie d'une voix douce mais parfaitement audible, « elle est en vente. L'acheteur signe demain matin. » Le visage de Robert devient livide. Camille laisse échapper un petit cri étranglé. Marie sourit toujours, avec cette dignité tranquille que sa mère lui a enseignée, regardant s'effondrer le château de mensonges construit sur ses sacrifices. Qu'a-t-elle découvert d'autre qui va changer leur vie à tous? Le silence qui suit l'annonce de Marie semble durer une éternité. Madame Dubois ajuste nerveusement son sac à main, tandis que son mari consulte discrètement sa montre. Julien, le visage rouge d'embarras, cherche désespérément quelque chose à dire pour sauver la situation. « Eh bien, » commence Monsieur Dubois, en s'éclaircissant la gorge. « Nous ne voulions pas nous imposer dans un moment familial aussi délicat. »
Robert se précipite vers eux, les mains tremblantes. « Non, non, je vous en prie. » Marie plaisante. Elle est fatiguée par son travail de nuit. Vous savez comment c'est. « Papa, » l'interrompt Marie d'une voix douce mais ferme. « Je ne plaisante pas. » Elle se tourne vers les invités avec une politesse parfaite. « Je vous présente mes excuses pour ce malentendu. Cette maison sera effectivement vendue, mais vous êtes bien sûr les bienvenus ce soir. » Camille blêmit et s'approche de Julien, qui semble vouloir disparaître sous terre. « Julien, je peux t'expliquer. Peut-être devrions-nous remettre cette rencontre à un autre moment, » suggère Madame Dubois en lançant un regard significatif à son mari. « Quand les choses se seront éclaircies. » En quelques minutes, les Dubois prennent congé avec une politesse glacée, laissant Camille en larmes dans l'entrée. Julien lui murmure quelques mots rassurants avant de partir, mais son regard inquiet en dit long sur l'avenir de leur fiançailles. Dès que la porte se referme, Robert explose. « Tu es devenue folle ?» hurle-t-il en se tournant vers Marie. « Tu viens de détruire l'avenir de ta sœur. » Marie reste parfaitement calme face à cette colère qu'elle connaît trop bien. « Papa, j'ai pris une décision après mûre réflexion. Cette situation ne peut plus durer. » « Quelle situation ?» Camille s'essuie les yeux, sa voix brisée par les sanglots. « On forme une famille, on s'entraide. C'est normal. S'entraider ?» Marie répète le mot comme s'il avait un goût amer. « Camille, depuis quand participes-tu aux frais de cette maison ? Depuis quand papa contribue-t-il aux charges ?» Robert détourne le regard, soudain moins sûr de lui. « Tu sais bien que ma situation est compliquée depuis mon licenciement. » « Ta situation ?» Marie monte dans sa chambre et redescend avec une liasse de documents. « Veux-tu que nous parlions de ta véritable situation, papa ?» Elle étale sur la table de la cuisine les relevés bancaires qu'elle a découverts la semaine dernière, les factures impayées qu'il cache depuis des mois. 12 000 € de dette au PMU, papa. 12 000 € que tu as perdus pendant que je payais tout dans cette maison. Camille regarde les papiers, incrédule. « Papa, c'est vrai ?» Robert s'effondre sur une chaise, soudain vieilli de 10 ans. « Marie, tu ne peux pas comprendre. Depuis que ta mère est morte, depuis que j'ai perdu mon travail, je me sens inutile. Le jeu, c'était juste pour sentir que j'existais encore. Et mes économies pour reprendre mes études de médecine. » La voix de Marie tremble légèrement pour la première fois. Cette fameuse urgence familiale pour laquelle tu m'as demandé 8 000 € il y a 5 ans. Le silence de Robert vaut tous les aveux. Camille porte une main à sa bouche. « Non, papa, tu n'as pas fait ça. J'allais rembourser, » se défend Robert faiblement. « J'étais sûre de gagner, cette fois-là. » Marie ferme les yeux, sentant son cœur se serrer douloureusement. « Tu as vendu mes rêves pour tes illusions, papa. J'ai abandonné la médecine en croyant aider ma famille, et en réalité, j'ai financé ta dépendance. » Elle monte à l'étage et redescend avec une vieille boîte qu'elle ouvre délicatement. À l'intérieur, une lettre jaunâtre porte l'écriture familière de sa mère. « Maman avait écrit ceci peu avant sa mort, » dit-elle en dépliant le papier. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que ton père et ta sœur t'ont trop demandé. N'oublie jamais, tu n'es pas responsable de leur bonheur. Reprends tes rêves. Je n'ai pas pu reprendre les miens. » Robert fond en larmes. Sa façade s'effrite complètement. Ta mère. Elle savait ? Elle savait que tu avais tendance à fuir tes responsabilités. Oui. Marie replie soigneusement la lettre. Mais elle espérait que tu changerais. Moi aussi, j'ai espéré. Camille s'approche timidement. Marie, qu'est-ce qu'on va devenir ? Vous allez apprendre à grandir, répond Marie avec une tendresse ferme. Je vous donne 6 mois pour vous organiser. Papa, tu trouveras un travail, n'importe lequel, et tu consulteras pour ton addiction. Camille, tu contribueras aux frais tant que tu vis ici. Elle les regarde tous les deux, ces êtres qu'elle aime malgré tout. Cette famille peut encore exister, mais pas sur mes sacrifices. Que cache encore cette maison qui a abrité tant de mensonges ? 3 jours plus tard, Marie range ses affaires dans un petit sac de voyage. L'atmosphère de la maison est devenue irrespirable depuis la révélation des dettes paternelles. Robert s'enferme dans un mutisme boudeur, tandis que Camille alterne entre reproches et supplications.
Elle a besoin de respirer, de réfléchir loin de cette culpabilité familiale qui l'étouffe depuis des années. « Tu pars vraiment ?» Camille apparaît dans l'encadrement de la porte, les yeux rougis par une nuit blanche. « Marie, on peut arranger les choses. Je vais chercher du travail. Papa va... » « Camille, j'ai besoin de quelques jours pour réfléchir, » l'interrompt Marie en fermant sa valise. Chez Léa, à Lyon. Le temps de voir clair dans tout ça. Le train pour Lyon défile paisiblement à travers la campagne française. Marie appuie son front contre la vitre froide, regardant les paysages qu'elle connaît par cœur depuis l'enfance. Pour la première fois depuis des années, elle voyage seule, sans culpabilité, sans liste de courses à faire ou de factures à payer en rentrant. Léa l'accueille avec cette chaleur spontanée qui caractérise leur amitié depuis l'université. Son appartement lumineux du vieux Lyon sent bon la lavande et les livres anciens. Elle s'installe dans la cuisine ensoleillée avec du thé fumant. « Raconte-moi tout », dit Léa en observant le visage fatigué de son amie. « Ta voix au téléphone m'a inquiétée. » Marie déroule lentement l'histoire de ces derniers mois, les découvertes douloureuses, l'humiliation de l'autre soir. Léa l'écoute sans l'interrompre, ses yeux s'agrandissant à mesure que les révélations s'enchaînent. « Marie, » murmure-t-elle finalement, « tu te rends compte que tu vis dans une relation toxique avec ta propre famille ?» Cette phrase fait l'effet d'un électrochoc. Marie n'avait jamais formulé les choses ainsi, mais c'est exactement ce qu'elle ressent. « Je ne les déteste pas, Léa. C'est ma famille. Mais je refuse de continuer à me sacrifier pour leurs mensonges. »« Et ta médecine ?» demande Léa avec douceur. « Tu y penses encore parfois ?» Marie sent son cœur s'accélérer. Tous les jours, mais reprendre à 28 ans, avec 10 ans de retard ? Justement, Léa se penche vers elle avec enthousiasme. « Tu sais ce que tu vaux maintenant. Tu as une expérience d'infirmière que n'auront jamais tes futurs camarades. Et puis, notre ancien professeur, le docteur Rousseau, enseigne toujours à la faculté. Il se souvient sûrement de toi. » L'après-midi même, Marie se retrouve dans le bureau familier du docteur Rousseau. L'homme aux cheveux blancs la reçoit avec une émotion visible, ses yeux pétillants derrière ses lunettes rondes. « Marie Dubois !» s'exclame-t-il en se levant pour l'accueillir. « Votre dossier de première année était exceptionnel. J'ai souvent pensé à vous, me demandant pourquoi vous aviez abandonné si soudainement. » Marie lui explique les circonstances de son départ, sans amertume mais avec une lucidité nouvelle. Le professeur hoche la tête, compréhensif. « Vous savez, reprendre ses études à votre âge avec votre expérience d'infirmière vous donnera une longueur d'avance considérable, » déclare-t-il avec conviction. « Votre maturité, votre connaissance du terrain médical, vous seriez une étudiante redoutable. » Pour la première fois depuis des années, Marie sent l'espoir renaître en elle. « Vous pensez vraiment que c'est possible ? » « Possible ?» Le docteur Rousseau sourit largement. « Marie, j'en suis certain. Il faut juste que vous en ayez le courage. » Le soir, chez Léa, Marie découvre un Lyon qu'elle ne connaissait pas. Elle se promène sur les quais du Rhône, dîne dans une petite brasserie où l'atmosphère détendue contraste avec la tension permanente de sa maison. Au café voisin, Léa présente Marie à Thomas, un kinésithérapeute de 32 ans aux yeux bienveillants. « Marie était la plus brillante de notre promotion en médecine », explique Léa. Elle envisage de reprendre ses études. Thomas écoute Marie parler de ses projets avec une attention qui la trouble. Personne ne l'a écoutée ainsi depuis longtemps, sans jugement, sans attendre d'elle qu'elle résolve les problèmes de quelqu'un d'autre. « Vous savez, » dit-il en sirotant son café, « j'ai repris mes études à 30 ans après une reconversion complète. Mes parents étaient viticulteurs, ruinés par les coopératives dans les années 90. J'ai dû me reconstruire entièrement. » Marie se sent comprise d'une manière nouvelle. Comment avez-vous surmonté la culpabilité de les laisser ? En comprenant qu'aider quelqu'un, ce n'est pas porter sa vie à sa place, répond Thomas avec une sagesse tranquille. C'est lui donner les outils pour s'en sortir seul. De retour chez Léa, Marie consulte ses messages. 3 appels manqués de Camille, 2 de Robert. Elle écoute les messages. Des excuses maladroites, des promesses de changement qu'elle a déjà entendues 100 fois. Mais cette fois, quelque chose a changé en elle. Elle ne ressent plus cette culpabilité écrasante, cette urgence de courir les rassurer. Pour la première fois, Marie pense d'abord à elle. Quel secret sur son passé va-t-elle encore découvrir ? Le téléphone de Marie vibre insistamment à 6 heures du matin. Le nom de Camille clignote sur l'écran,
accompagnés de messages de plus en plus paniqués. Marie décroche à contre-cœur, encore engourdie par cette première vraie nuit de sommeil qu'elle a eue depuis des mois. « Marie !» La voix de Camille tremble d'hystérie. « Ah, il faut que tu rentres tout de suite. Papa a fait une crise d'angoisse cette nuit, il ne respirait plus, il répète qu'il veut mourir si tu ne reviens pas. » Un frisson glacé parcourt Marie. Malgré sa colère, l'inquiétude maternelle qu'elle a développée pour sa famille reprend le dessus. « Camille, calme-toi. »« Il est à l'hôpital ? » ?»« Non, il a refusé. Il dit que les médecins ne peuvent pas soigner une âme brisée. »« Marie, j'ai peur, je ne sais plus quoi faire. » 2 heures plus tard, Marie pousse la porte de sa maison, le cœur battant. Elle trouve Robert affalé dans son fauteuil, le teint grisâtre, respirant difficilement. Camille tourne autour de lui comme une âme en peine. « Papa ?» Marie s'approche doucement, retrouvant malgré elle ses réflexes d'infirmière. « Comment vous sentez-vous » Robert lève vers elle des yeux humides. « Marie, ma petite fille, j'ai cru que tu ne reviendrais jamais. Sans toi, cette maison n'a plus de sens. » Marie observe son père attentivement. Sa détresse semble réelle, mais quelque chose dans son attitude la met mal à l'aise. Cette façon de la regarder en biais, guettant ses réactions. « Ah, papa, menacer de mourir pour me faire revenir, c'est exactement ce que maman refusait de voir chez vous, » dit-elle avec une fermeté qui la surprend elle-même. Robert tressaille comme si elle l'avait giflé. « Comment peux-tu dire ça ? Ta mère m'aimait !»« Oui, elle vous aimait. Mais elle savait aussi que vous utilisiez l'émotion pour éviter vos responsabilités. » Marie s'assied face à lui. « Cette crise d'angoisse, papa. Elle est arrivée exactement au moment où je commençais à reconstruire ma vie loin d'ici. Curieux, non ?» Camille intervient, les joues rouges d'indignation. « Marie, comment peux-tu être si dure ? Papa souffre vraiment. » Camille, assieds-toi. Le ton de Marie ne souffre aucune discussion. Il est temps qu'on parle de tout ça franchement. Marie se place entre eux deux, respirant profondément pour garder son calme. J'ai réfléchi ces derniers jours. Papa, votre chantage émotionnel ne marchera plus. Et Camille, ta complicité passive non plus. Quel chantage. Robert tente de prendre un air innocent, mais ses mains tremblantes le trahissent. Marie sort de son sac les documents bancaires qu'elle a emportés. Ces 12 000 € de dette, papa, ce n'est pas de la souffrance, c'est de l'irresponsabilité, et vous le savez parfaitement. Mais depuis que ta mère est morte... Non. Marie se lève brusquement. Maman est morte il y a 3 ans. Vos dettes datent de bien avant ça. J'ai vérifié. Un silence pesant s'installe. Robert baisse les yeux, pris en flagrant délit de mensonge. Camille regarde alternativement son père et sa sœur, comme si elle découvrait soudain des étrangers. « Papa, c'est vrai ? Tu mentais sur les dates ? Écoute, ma chérie. » Robert tente de reprendre contenance. « Les choses sont compliquées. Vous ne pouvez pas comprendre. »« Papa, j'ai 28 ans et 5 années d'expérience en milieu hospitalier, » l'interrompt Marie. « Je reconnais la manipulation quand j'en vois. Cette crise d'angoisse était bien réelle, mais parfaitement orchestrée pour me culpabiliser. » Robert s'effondre complètement, ses dernières défenses cédant d'un coup. « D'accord, j'avoue. J'ai paniqué quand tu es partie. J'ai eu peur qu'on se retrouve seuls, Camille et moi, sans personne pour payer vos factures et supporter vos mensonges ?» termine Marie. « Pour nous aimer, » crie soudain Robert. « Qui va nous aimer si tu pars ? Ta sœur va se marier ? Moi je suis un vieux raté. » Pour la première fois, Marie entend la vraie détresse de son père, celle qui se cache derrière les manipulations. Elle s'agenouille devant lui, touchée malgré tout. « Papa, je vous aime. Mais l'amour, ce n'est pas accepter tout en silence. » Elle prend ses mains dans les siennes. « Je vais vous donner une dernière chance. 6 mois pour prouver que vous pouvez changer. » Camille s'approche timidement. « Marie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?» Marie se relève, redevenue la femme forte qu'elle a découverte à Lyon. « Ça veut dire que papa va consulter un psychologue pour son addiction au jeu, que tu vas travailler et contribuer aux frais de la maison, et que moi, je vais reprendre mes études de médecine. » Elle marque une pause, observant leur visage stupéfait. « Si au bout de 6 mois vous n'avez pas respecté ces conditions, la maison sera vendue.
définitivement. Que vont-ils découvrir sur eux-mêmes pendant cette épreuve? 3 semaines se sont écoulées depuis l'ultimatum de Marie. L'atmosphère de la maison a étrangement changé. Robert, après des jours de bouderie, a fini par prendre rendez-vous chez un psychologue spécialisé dans les addictions. Camille a trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant du centre-ville et découvre avec amertume la valeur réelle de l'argent qu'elle dépensait si facilement. Marie, elle, vient de recevoir une nouvelle qui bouleverse tous ses plans. Le directeur de l'hôpital Saint-Antoine à Lyon lui propose un poste d'infirmière avec des horaires aménagés spécialement conçus pour les étudiants en médecine. Une opportunité unique qui ne se représentera peut-être jamais. Lyon? Camille lâche son torchon, les yeux écarquillés. Mais Marie, on vient juste de commencer à s'organiser ici. Marie observe sa sœur qui, pour la première fois depuis des années, a les mains abîmées par le travail. Ses ongles parfaitement manucurés ont cédé la place à des doigts fatigués mais plus authentiques. Camille, cette opportunité ne reviendra pas, et vous devez apprendre à fonctionner sans moi. Robert, qui revenait de sa première séance chez le psychologue, s'arrête sur le seuil de la cuisine. « Tu veux vraiment partir? Même maintenant qu'on fait des efforts ?» Marie ressent cette culpabilité familière qui lui noue l'estomac. Pendant des années, ce regard de chien battu l'aurait fait céder immédiatement. Mais sa semaine chez Léa a planté une graine de résistance en elle. « Papa, vous faites des efforts depuis 3 semaines. Moi, j'en fais depuis 5 ans. » Le week-end suivant, Thomas vient l'aider à emballer ses affaires personnelles. Il observe cette famille complexe, avec la bienveillance de quelqu'un qui a traversé ses propres épreuves familiales. « Vous avez une fille remarquable, » dit-il à Robert en portant une caisse de livres. Son courage inspire le respect. Robert hoche la tête, évitant le regard de Marie. Je commence à le comprendre. Peut-être trop tard. Dans sa chambre, Thomas découvre les trésors cachés de Marie. Ses anciens cahiers de médecine, annotés avec une passion qui saute aux yeux. Ses recueils de poésie, cornés par de multiples lectures. Ses preuves tangibles de la femme brillante qu'elle était avant de se sacrifier. « Vous écriviez ?» demande-t-il en feuilletant délicatement un carnet de poèmes. Marie rougit, gênée. C'était avant, quand j'avais encore le temps de rêver. Thomas lit quelques vers à voix basse, touché par la sensibilité qui transparaît dans chaque mot. Marie, vous ne devriez jamais avoir honte de votre talent. Cette attention sincère la bouleverse plus qu'elle ne l'aurait cru. Depuis quand personne ne s'intéresse-t-il à ses rêves plutôt qu'à ses services? Thomas s'approche d'elle, et elle sent son cœur battre plus vite. « Thomas, » murmure-t-elle, quand il effleure sa joue. « Je ne sais pas comment faire ça. » Faire quoi? Accepter qu'on s'intéresse à moi pour ce que je suis, pas pour ce que je peux donner. Il sourit avec une tendresse qui la rassure. On apprend ensemble, Marie. Personne n'a dit que c'était facile. Leur premier baiser a le goût de la liberté retrouvée et de la peur mêlée. Marie se sent renaître et paniquer simultanément. Comment distinguer l'amour véritable de la dépendance qu'elle a toujours connue? 2 jours avant son départ pour Lyon, Marie reçoit un appel qui la glace. Camille sanglote au téléphone. « Marie, Julien a rompu nos fiançailles. Ses parents ont dit que notre famille était instable financièrement, que ce n'était pas fréquentable. » Marie ferme les yeux, partagée entre la compassion pour sa sœur et une satisfaction coupable. Ce mariage était-il vraiment fondé sur l'amour ou sur l'opportunisme social? Camille, viens ici. Parlons-en calmement. Elle s'installe dans le jardin, sous le vieux cerisier que leur mère aimait tant. Camille pleure toutes les larmes de son corps, réalisant peut-être pour la première fois que ses actions ont des conséquences. Marie, j'ai gâché ma vie pour rien. Julien ne m'aimait peut-être même pas vraiment. Marie prend la main de sa sœur, sentant sa propre colère s'apaiser face à cette détresse sincère. Camille, tu as 22 ans. Ta vie ne fait que commencer. Et maintenant, tu sais au moins qui tu es vraiment, pas qui tu prétends être. Pour la première fois depuis des années, Camille la regarde avec admiration, plutôt qu'avec reproche. « Marie, comment tu fais pour être si forte ?»« Je ne suis pas forte, Camille. J'apprends juste à choisir mes batailles. » Le lendemain matin, Marie charge ses dernières affaires dans la voiture de Thomas. Sur le perron, Robert et Camille la regardent partir avec un mélange de tristesse et de fierté nouvelle. Que va lui réserver cette nouvelle vie qu'elle construit enfin pour elle-même?
L'hôpital Saint-Antoine bourdonne d'une activité qui stimule Marie dès son premier jour. Les couloirs modernes et lumineux contrastent agréablement avec l'ambiance feutrée de son ancien service parisien. Dr Laurent, le chef de service, l'accueille avec un sourire chaleureux. « Marie, votre dossier nous a impressionnés. Une infirmière expérimentée qui reprend médecine, c'est exactement le profil que nous cherchons pour notre programme d'études de travail. » Les premières semaines s'enchaînent dans un tourbillon d'adaptation. Marie jongle entre ses gardes à l'hôpital et ses cours du soir à la faculté, redécouvrant avec émerveillement cette passion pour la médecine qu'elle avait enfouie. Ses notes brillantes confirment ce que le professeur Rousseau avait prédit. Son expérience d'infirmière lui donne une compréhension du terrain que n'ont pas ses camarades plus jeunes. Thomas s'est installé dans un petit appartement près du sien. Leur relation s'épanouit lentement, avec cette prudence de deux êtres qui ont appris à se méfier des liens trop rapides. Il respecte ses horaires chargés et ses moments de doute sans jamais la presser. « Marie, tu travailles trop », lui dit-il un soir en la trouvant endormie sur ses livres d'anatomie. « Tu rattrapes 10 ans en quelques mois. » Elle se redresse, les cheveux ébouriffés, souriante malgré la fatigue. « Thomas, je découvre que j'avais oublié à quel point j'étais intelligente. C'est grisant. » Mais les appels de Paris la rattrapent régulièrement à la réalité. Robert progresse difficilement avec son psychologue, alternant bonnes résolutions et rechutes. Camille, elle, semble vraiment changer. Elle a trouvé un second travail le week-end et évoque même la possibilité de reprendre des études d'infirmière. « Marie, j'ai visité une école à Paris », lui annonce-t-elle lors d'un appel. « Je commence à comprendre pourquoi tu aimais ça. Aider les gens, pour de vrai. Pas juste pour paraître gentille. » Ces nouvelles rassurent Marie, mais ne dissipent pas entièrement ses craintes. Un matin de novembre, elle reçoit un appel qui fait vaciller ses certitudes. « Marie ?» La voix de Robert tremble. « Je suis à l'hôpital. Un vrai malaise cette fois, pas comme la dernière fois. Mon cœur. » Le trajet en TGV vers Paris lui semble interminable. Marie se mord les lèvres, partagée entre l'inquiétude filiale et la peur de retomber dans l'engrenage du sacrifice. Thomas a insisté pour l'accompagner, comprenant instinctivement son trouble. À l'hôpital Bichat, elle retrouve un Robert diminué, branché à des moniteurs cardiaques. Son visage gris fait peine à voir. Camille, assise à son chevet, a les traits tirés de quelqu'un qui n'a pas dormi. « Marie », Robert tend une main tremblante vers elle. « Je ne voulais pas t'inquiéter, mais j'ai eu peur de partir sans te dire, sans t'avouer tout ce que je n'ai jamais dit. » Marie s'assied près du lit, retrouvant malgré elle sa tendresse pour cet homme fragile qui l'a tant fait souffrir. « Papa, économisez vos forces. Le cardiologue dit que ce n'est pas grave si vous suivez le traitement. »« Si, c'est grave, » murmure Robert. « Pas pour mon cœur, pour le nôtre. Marie, j'ai été un père égoïste. Ta mère m'avait prévenue. Elle disait que je prenais trop et que je donnais trop peu. Mais j'étais incapable de l'entendre. » Thomas observe cette famille se retrouver avec l'émotion contenue de quelqu'un qui respecte leur intimité. « Papa, vous êtes en vie. C'est ça qui compte maintenant, » dit Marie en serrant sa main. « Non. Ce qui compte, c'est que tu aies eu le courage de nous dire non. Regarde Camille. Elle travaille. Elle a des projets. Regarde-moi. Je vais mieux depuis que je ne peux plus me reposer sur toi. » Il sourit faiblement. « Tu nous as sauvés en nous abandonnant. » Camille s'essuie les yeux. « Marie, papa a raison. Ces derniers mois, j'ai appris qui j'étais vraiment. Pas juste la petite sœur gâtée qui comptait sur toi pour tout. » Marie sent les larmes lui monter aux yeux. Cette réconciliation qu'elle n'osait plus espérer lui semble soudain possible. « Mais je reste à Lyon, » dit-elle fermement. « Mon équilibre est là-bas maintenant. » Robert hoche la tête avec une sérénité nouvelle. « Je sais. Et c'est bien comme ça. Une famille, ça n'est pas des gens qui se sacrifient les uns pour les autres. C'est des gens qui s'aiment assez pour se laisser libre. » En repartant vers Lyon le lendemain, Marie se sent apaisée. Mais Thomas la surprend par une question inattendue. « Marie, tu ne crois pas que tu fuis encore un peu ? Comment va-t-elle concilier son nouveau bonheur avec les liens familiaux qui se reconstituent ?» La question de Thomas résonne dans l'esprit de Marie pendant tout le trajet de retour. Fuit-elle vraiment ? Ou construit-elle enfin sa vie sur des bases saines ? Elle établit un nouveau rythme. Un week-end par mois chez son père, des appels hebdomadaires, mais sa priorité reste sa reconstruction personnelle à Lyon.
Les mois suivants confirment la transformation de sa famille. Robert, remis de son malaise cardiaque, trouve un emploi modeste mais régulier de gardien de nuit dans une résidence. Pour la première fois depuis des années, il contribue financièrement et retrouve une dignité qu'il avait perdue. Camille s'épanouit dans son école d'infirmière, découvrant une vocation qu'elle ne soupçonnait pas. Marie, j'ai eu 16/20 à mon premier stage, lui annonce-t-elle fièrement au téléphone. Le cadre de santé a dit que j'avais l'empathie naturelle qui ne s'apprend pas. Marie sourit, reconnaissant dans cette phrase l'écho de sa propre passion pour le soin. Camille, je suis fière de toi. Vraiment. À Lyon, Marie excelle dans ses études. Ses professeurs remarquent cette maturité qui la distingue de ses camarades plus jeunes. Dr Chen, une chirurgienne franco-québécoise en visite pour un symposium, assiste à l'une de ses présentations et l'aborde après le cours. Mademoiselle Dubois, votre analyse de cas était remarquable. Votre parcours atypique vous donne une perspective unique. Marie rougit légèrement. Merci, docteur. J'essaie de rattraper le temps perdu. Le temps n'est jamais perdu quand il nous enseigne l'empathie, répond Dr Chen avec un sourire bienveillant. J'aimerais vous proposer quelque chose. L'offre de Dr Chen dépasse toutes les espérances de Marie. Un stage de 6 mois dans son service de chirurgie cardiaque à Montréal, avec possibilité d'intégrer ensuite son équipe de recherche. Une opportunité internationale qui pourrait changer le cours de sa carrière. Montréal ? Thomas pose son café, songeur. C'est une chance inouïe, Marie. Mais c'est loin. Et si loin de ma famille, maintenant qu'on se reconstruit. Thomas s'approche d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Marie, si tu refuses par peur de réussir, je serai déçue. Si tu acceptes, nous trouverons une solution ensemble. La conversation avec sa famille la surprend. Robert, branché en vidéo depuis son petit salon réaménagé, l'encourage avec une générosité qu'elle ne lui connaissait pas. Marie, ta mère rêvait de voyage, de découverte. Elle n'a jamais pu réaliser ses rêves. Toi, tu en as la possibilité. Camille, maintenant en 2e année d'école d'infirmière, abonde dans le même sens. Marie, tu nous as appris que l'amour, ce n'est pas s'enchaîner. Va vivre tes rêves. On sera fiers de toi de loin. Cette bénédiction familiale émeut Marie aux larmes. Pour la première fois, elle sent qu'elle peut partir sans culpabilité, portée par leur amour, au lieu d'être retenue par leurs besoins. Thomas, de son côté, prend une décision qui la bouleverse. J'ai contacté l'Ordre des kinésithérapeutes québécois. Mon diplôme français est reconnu là-bas. Si tu veux bien de moi... Thomas, tu ne peux pas bouleverser ta vie pour moi. Marie, ma vie était déjà bouleversée le jour où je t'ai rencontrée, répond-il avec cette simplicité qui la désarme toujours. Je ne suis pas tes boulets familiaux. Je choisis de te suivre parce que j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Marie accepte l'offre de Dr Chen, le cœur battant d'excitation et d'appréhension mêlée. Les préparatifs s'enchaînent dans un tourbillon de démarches administratives et de préparatifs émotionnels. Le dernier week-end avant son départ, elle organise un dîner familial dans sa maison de banlieue, désormais habitée uniquement par Robert. L'ambiance a changé du tout au tout. Camille arrive avec Pierre, son nouveau compagnon rencontré à l'école d'infirmière. Un garçon sérieux qui la regarde avec tendresse. Robert a préparé le repas lui-même, fier de montrer ses nouvelles compétences culinaires. « À Marie !» dit Robert en levant son verre, « qui nous a appris qu'aimer, ce n'est pas posséder, mais donner des ailes. » Camille renchérit, les yeux brillants. « À ma grande sœur, qui m'a montré ce que signifie être une femme forte. » Thomas sourit, serrant discrètement la main de Marie, à celle qui prouve que recommencer n'a pas d'âge. Marie regarde ses visages aimés, transformés par les épreuves traversées ensemble. Sa famille dysfonctionnelle s'est muée en constellation de personnes autonomes qui s'aiment sans se dévorer. « À nous tous », dit-elle en levant son verre à son tour. Qui avons appris que l'amour véritable rend libre. Le lendemain, à l'aéroport, Marie sent une émotion étrange. Non plus cette culpabilité déchirante qui l'accompagnait jadis à chaque absence, mais une confiance sereine. Sa famille survivra sans elle, mieux. Elle prospérera. Quel nouveau chapitre l'attend de l'autre côté de l'Atlantique? L'hiver montréalais accueille Marie avec une rudesse qui la stimule. Les tours modernes du centre hospitalier universitaire se dressent majestueusement dans le paysage enneigé.
Dr. Chen l'intègre immédiatement dans son équipe, impressionné par sa capacité d'adaptation et sa maturité professionnelle. « Marie, votre approche du patient est exceptionnelle », lui confie-t-elle après une intervention complexe. « Vous avez cette humanité que donne l'expérience de la souffrance. C'est rare chez quelqu'un de votre âge. » Les premières semaines s'enchaînent dans une découverte constante. Marie se nourrit de cette excellence médicale internationale, de ces techniques de pointe qu'elle n'aurait jamais imaginé maîtriser un jour. Ses collègues québécois l'accueillent chaleureusement, sensibles à sa détermination et à sa gentillesse naturelle. Thomas s'installe progressivement dans cette nouvelle vie. Il découvre que les kinésithérapeutes français ont une excellente réputation au Québec et trouve rapidement une place dans une clinique de rééducation cardiaque. Leurs deux carrières se complètent harmonieusement dans ce nouveau pays. « Oh, tu sais ce qui me frappe le plus ici ?» lui dit Marie un soir, en contemplant le Saint-Laurent gelé. « C'est cette sensation de légèreté. Pour la première fois de ma vie, je construis quelque chose qui n'est qu'à moi. Les appels avec la France rythment leur semaine. » Robert s'épanouit dans son travail de gardien, trouvant dans ce rôle de protection une rédemption inattendue. Il a même rencontré Sylvie, une veuve de son âge qui fréquente le même groupe de soutien pour les anciens joueurs. Leur relation naissante l'aide à reconstruire sa confiance en lui. « Marie, Sylvie est institutrice à la retraite », lui raconte-t-il avec un enthousiasme touchant. « Elle m'aide à lire des livres que je n'avais jamais ouverts. Je découvre que j'aime la poésie. » Camille, elle, s'apprête à terminer sa formation avec les félicitations de ses professeurs. Elle a trouvé sa voie dans les soins palliatifs, ce qui ne surprend pas Marie qui reconnaît chez sa sœur cette sensibilité qu'elle avait toujours possédée. « Marie, j'ai compris quelque chose d'important », lui dit Camille lors d'un appel vidéo. « Pierre et moi, on va se marier l'été prochain. Mais cette fois, ce sera un vrai mariage d'amour, pas un calcul social. » Marie sourit, émue de voir sa sœur devenue cette femme authentique qu'elle est aujourd'hui. « Camille, je suis si fière de celle que tu es devenue. C'est grâce à toi, Marie. Tu nous as obligés à grandir en refusant d'être notre béquille. » Au printemps, Dr. Chen propose à Marie une opportunité qui dépasse tous ses rêves. « Marie, j'aimerais que vous intégriez définitivement mon équipe de recherche. Nous travaillons sur des techniques chirurgicales révolutionnaires. Votre profil unique d'infirmière chirurgienne en formation pourrait apporter une perspective inestimable. » Marie sent son cœur s'emballer. Rester au Québec signifierait construire définitivement sa vie loin de ses racines, mais c'est aussi la consécration de tout ce pourquoi elle s'est battue. Dr. Chen, c'est un honneur immense, mais j'aimerais en discuter avec ma famille avant de vous donner une réponse définitive. La conversation familiale par vidéo la bouleverse par sa générosité. Robert, transformé par ses 2 années de thérapie et sa relation avec Sylvie, l'encourage sans hésitation. « Marie, ta mère aurait été si fière de toi. Réalise tes rêves, ma fille. Nous avons appris à être heureux sans dépendre de ton sacrifice. » Camille, rayonnante dans sa blouse d'infirmière toute neuve, abonde dans le même sens. « Marie, tu es en train de devenir la femme que tu as toujours été destinée à être. Ne reviens pas en arrière par nostalgie. » Thomas, lui, a pris sa décision en silence. « Marie, j'ai demandé mon immigration permanente au Canada. Si tu acceptes cette opportunité, nous pourrons construire quelque chose de durable ici. » Thomas, tu es sûr? Quitter définitivement la France? Marie, ma vraie maison, c'est là où tu es épanouie. L'été arrive avec l'annonce du mariage de Camille. Marie obtient un congé pour rentrer en France, le cœur partagé entre la joie de revoir sa famille et l'appréhension de quitter temporairement sa nouvelle vie. L'aéroport de Roissy lui semble étrangement familier et étranger à la fois. Robert et Sylvie l'accueillent, et Marie est frappée par la transformation de son père. Il a retrouvé cette prestance qu'elle lui connaissait dans son enfance, avant les épreuves qui l'avaient diminuée. « Ma fille, » dit-il en la serrant dans ses bras, « tu rayonnes. Le Québec te réussit. » Marie sourit, sentant que quelque chose s'est définitivement apaisé entre eux. Elle n'est plus la fille sacrifiée. Il n'est plus le père défaillant. Ils sont simplement 2 adultes qui s'aiment et se respectent. Que lui réservera ce retour temporaire en France? La petite église de banlieue parisienne rayonne sous le soleil de juillet. Marie, élégante dans sa robe de témoin bleu marine, observe sa sœur rayonnante au bras de Pierre. Camille a choisi une robe simple mais magnifique qui révèle la femme accomplie qu'elle est devenue. Dans les premiers rangs, Robert et Sylvie se tiennent dignement.
formant ce couple apaisé qu'aucun d'eux n'aurait imaginé quelques années plus tôt. Le discours de Robert bouleverse toute l'assemblée. « Camille, ma fille, tu épouses aujourd'hui un homme qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu représentes. Et si tu es devenue cette femme authentique, c'est grâce à ta sœur Marie, qui a eu le courage de nous dire non quand il le fallait. » Il se tourne vers Marie, les yeux brillants d'émotion. « Marie, tu nous as appris qu'aimer, ce n'est pas se sacrifier. Tu nous as sauvés en nous obligeant à grandir. Ta mère serait si fière de la femme que tu es devenue. » Les invités applaudissent, touchés par cette sincérité inattendue. Marie sent les larmes lui monter aux yeux. Cette réconciliation qu'elle n'osait plus espérer trouve enfin sa pleine expression. À son tour, Camille prend la parole, radieuse dans sa robe de mariée. « Marie, ma sœur, mon exemple. Tu m'as montré qu'être une femme forte, ce n'est pas porter le monde sur ses épaules, mais savoir dire non avec amour. Merci de m'avoir libérée de mes chaînes dorées. » Thomas, assis près de Marie, lui serre discrètement la main. Depuis leur installation définitive à Montréal 6 mois plus tôt, leur relation s'est épanouie dans cette liberté nouvelle que Marie a découverte. Après la cérémonie, Marie se retrouve un moment seule avec Thomas dans le jardin de la mairie. « Thomas, j'ai quelque chose à t'annoncer, » dit-elle avec un sourire mystérieux. « Dr. Chen t'a proposé un nouveau projet ?» Marie secoue la tête, ses yeux pétillants de malice. « C'est plus personnel que ça. Nous allons avoir un enfant. » Thomas la soulève dans ses bras, fou de joie. « Marie, tu en es sûre ? » ?»« Certaine. Et cette fois, je sais que je ne reproduirai pas les erreurs du passé. Cet enfant grandira dans l'amour, pas dans le sacrifice. » Ils s'embrassent tendrement, conscients que cette nouvelle vie qui grandit en elle symbolise parfaitement leur reconstruction commune. 2 mois plus tard, dans son bureau de Montréal face au gratte-ciel illuminé, Marie contemple la photo de sa mère posée sur son bureau. Elle vient d'être nommée chef de service adjoint en chirurgie cardiaque, à 32 ans. Un parcours exceptionnel pour quelqu'un qui a repris ses études si tard. Elle ouvre le tiroir de son bureau et en sort la lettre jaunâtre de sa mère. Cette lettre qui a tout déclenché. « Maman », murmure-t-elle en caressant son ventre qui s'arrondit. « J'espère que tu vois ça d'où tu es. J'ai choisi ma vie tout en gardant mon cœur ouvert. » Thomas entre dans le bureau avec 2 cafés décaféinés, attentionné comme toujours. « Alors, cette réunion avec l'équipe française ?» Marie sourit. « Ils veulent que je présente notre protocole chirurgical au Congrès international de Paris. Mon retour sera triomphal, pas nostalgique. Et ta famille ? » Ma famille va bien. Robert et Sylvie préparent leur mariage pour le printemps. Camille est enceinte aussi. Elle rayonne dans son service de soins palliatifs. Nous nous aimons enfin sans nous dévorer. Thomas s'approche d'elle, posant une main protectrice sur son ventre. « Marie, tu réalises ce que tu as accompli ? Tu as transformé ta colère en force, tes blessures en sagesse. » Marie ferme les yeux, savourant cette paix qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Thomas, j'ai compris quelque chose d'essentiel. On ne sauve pas sa famille en se sacrifiant pour elle. On la sauve en apprenant à tous qu'on peut s'aimer sans se posséder. » Elle regarde une dernière fois la photo de sa mère, puis la range délicatement dans le tiroir. « Notre enfant naîtra libre, Thomas. Libre d'être aimé sans condition, libre de rêver sans culpabilité. » Dans la lumière dorée du soleil couchant montréalais, Marie pose sa main sur son ventre, souriante. Elle a enfin compris que la vraie victoire n'était pas la vengeance, mais la libération. Non seulement la sienne, mais celle de tous ceux qu'elle aimait. L'amour véritable, elle le sait désormais, rend libre.
on, let me put some music on. Wait. Let me... Hold up. Oops. I freaking tabbed my chat by accident. There we go. You're in Discord? Oh, let me check. Which should I just call you on Discord or what?